Pour ce deuxième numéro des Week-ends du Baroudeur spécial Venise, nous avons mis le cap sur les endroits les plus méconnus. Nous avons essayé de fuir la foule. Et oui, c'est possible à Venise. Nous vous entraînons dans une Venise secrète, authentique. La Venise des Vénitiens. Ça, le monde, la foule. C'est vrai que Venise, et surtout en cette période, est surbookée. Il y a du monde de partout, des touristes de tous les côtés, des Japonais et des Chinois avec leurs appareils photo. Mais c'est possible de visiter Venise sans la foule. Suivez-nous, on va vous donner nos bons plans. Comment Venise secrète, comment aller là où les gens ne vont pas. Les joies du Rialto. À Venise, sans la foule. Alors, quel itinéraire choisir pour visiter Venise ? Bien difficile de vous le dire, il faut savoir se perdre dans la Sérénissime. Ici, un campo complètement désert, des petites ruelles étroites. C'est un véritable labyrinthe, au point qu'il est très difficile de vous indiquer un itinéraire précis. Sachez vous perdre dans Venise, et c'est comme ça que vous découvrirez des lieux uniques et rares, sans quasiment personne. On s'éloigne de quoi? De 3 minutes de la Ferrovia, comme ils l'appellent ici, de Santa Lucia. On est tout seul. Venise comme on la rêve, petit pont, etc. On va rejoindre notre hôtel par les chemins de traverse. Ah, Venise quand tu nous tiens. On déteste pas le quartier de Santa Croce. Le Dorso Duro approche, c'est l'un de nos quartiers préférés, très populaire. Vous avez encore le linge qui sèche au soleil, un petit peu comme à Naples. C'est vraiment sympa, on est sur un campo, il n'y a absolument pas un touriste à l'horizon. Le Venise comme on aime, le Venise un peu hors des sentiers battus. Alors certes, pas de grands palais et de grands musées, mais c'est ça aussi Venise, hein, la Venise du peuple, la Venise des Vénitiens. Si vous passez dans le quartier, pensez à jeter un petit coup d'œil à la petite église qui ne paye pas de mine, hein, brique crue nue, elle semble inachevée, l'église de San Pantaleone. Une fois à l'intérieur, un plafond spectaculaire en trompe-l'œil vous attend, près de 500 mètres carrés, 40 toiles, peint au XVIIe siècle par Antonio Fugnani. Sachez que cette œuvre est l'une des plus grandes, l'un des plus grands plafonds peints du monde, hein, et que c'est vrai qu'une fois à l'intérieur, il y a même du Véronèse, on ne regrette pas le coup d'œil. La petite anecdote historique, Pantaleone, c'était qui? Eh ben, c'était un médecin réputé de la cour de l'empereur Galère, à l'époque romaine. Accusé d'être un chrétien, il fut supplicié et décapité. Et c'est en grande partie son supplice que l'on découvre sur les plafonds. Supplice Fugnani, l'artiste, en aura un également. Sachez qu'il mettra 25 ans à faire cette œuvre titanesque, qu'il ne la terminera pas. Une chute d'échafaudage mettra fin à sa vie. Il est d'ailleurs enterré
sur place. Au détour d'un étroit lacis de Caï, les rues de Venise, on débouche sur les campos, donc ces places dont on vient de vous parler. Sachez qu'elles sont toutes sous le même type, d'accord ? De forme rectangulaire, c'est un espace clos où on retrouve peut-être des boutiques, des habitations et également parfois des palais Renaissance. Et en son centre, l'emblème de la ville, l'emblème du quartier, le vieux puits désaffecté aux margelles richement décorées. C'est là que jusqu'au 19e siècle et l'arrivée des canalisations s'organisait toute la vie des quartiers. C'était un élément essentiel de la vie de Venise à cette époque. C'est sûr que les doges d'aujourd'hui sont un peu plus sexy. C'est peut-être ici que le romantisme de Venise agit encore. Pas mal de palais abandonnés, statues. Depuis des millénaires, le gros problème de Venise, c'est l'eau. Ironie de l'histoire, elle qui est complètement entourée par l'eau, mais de mer malheureusement. Alors comment abreuver toute cette population? Alors ils ont inventé un système hydraulique assez spécial et assez ingénieux. Comment réfléchir à capter l'eau, la filtrer et la redistribuer ensuite. Ils ont fait un trou dans le sol, un fond en argile, du sable fin sur le fond pour filtrer l'eau, et vous avez un système super ingénieux, une espèce de cuvette en argile, au milieu, un puits. Tous les campos de Venise sont équipés de la même façon, avec un puits central, et au fond, la fameuse cuvette d'argile. C'est d'ailleurs ici, si on avait un conseil à vous donner pour venir manger un bout midi ou le soir, à la place Santa Margherita, derrière moi, superbe. C'est pas très cher, en tout cas c'est plus vivant et beaucoup moins cher et beaucoup plus authentique que San Marco, attrape touriste assuré. D'ailleurs, pour choisir un bon restaurant, regardez la carte, si c'est écrit en italien, c'est plutôt bon signe. S'il commence à y avoir plusieurs langues, fuyez! Bon, tout est flottant à Venise, même les marchés. Pour s'acheter 2-3 petites choses, quelques légumes ou quelques fruits pour midi, c'est plutôt une bonne idée. Bon, pour midi, on s'arrête dans une petite épicerie. On va se faire à la coupe fromage et charcuterie italienne. Alors c'est vrai que c'est Venise, les prix sont pas donnés, mais en tout cas on s'en sort mieux qu'à dans un restaurant. Et puis ça permet évidemment de choisir son repas. Alors ça c'est pas mal. On est dans le Dorso d'Oro et on a fait notre pique-nique. C'est bon, ce soir, restaurant. Allez, on est paré pour midi. 17 € quand même. C'est Venise, mais bon, on a des fruits, on a les panini, on a l'eau. Bon voilà, c'est pas mal. Allez. Le pont est l'un des éléments essentiels de l'architecture vénitienne. On en retrouve partout, ils permettent de franchir les canaux et de relier les différentes îles de Venise entre elles. Sachez qu'ils ont été d'abord en bois, puis en briques et en pierre d'Istrie, comme celui qui est derrière moi. La plupart des ponts de Venise sont en à seule arche, en plein cintre, et c'est vrai que certains sont de véritables petits bijoux d'architecture.
Les marchands vénitiens n'ont pas fait que de ramener des trésors d'Orient à Venise. Ils ont également rapporté la peste. Sachez que celle de 1576 a emporté pas moins de 50 000 Vénitiens, un tiers de la population. Et la nuit, seuls les médecins qui portaient ce genre de masque, avec un espèce de bec, dedans des sortes d'huile essentielle, étaient censés les protéger du mal. Pour l'anecdote, jetez un petit coup d'œil sur la Piazza San Maria Formosa. Au-dessus de la pharmacie, à la belle petite maison à colonnade. Elle a appartenu à Sébastien Vénière, le grand vainqueur de Lépante. Cette bataille qui opposa Venise aux grands ennemis de l'époque, ses ennemis jurés, que sont les Ottomans. C'est Venise qui a gagné. Elle ne l'emportera pas au paradis puisque ruinée et très affaiblie, elle rentrera petit à petit en déclin et perdra sa place mondiale évidemment. Christophe Colomb arrive, 1492, c'en est fini du commerce méditerranéen. Littéralement le nom du quartier, le dos dur. C'est l'épine dorsale de Venise, c'est ici que le sol devait être le plus dur, d'où son nom sans doute. Et c'est vrai également que si on regarde Venise vue d'en haut d'un plan, on est sur le dos d'espèces de dorades, de poissons que pourrait ressembler Venise. C'est ici qu'on retrouve la plupart des universités, dont Ca' Foscari où nous sommes aujourd'hui. Un bon petit bar à vin, ici on peut manger des petites spaghettis pour pas trop cher. Donc c'est un quartier qu'on aime bien, Dorso Duro. Ca' Rezonico, musée du 18e vénitien. Un beau musée dans un ancien palais, assez magnifique, une visite qui est dans le pass, donc à faire évidemment si vous avez le temps. Sachez également que à l'intérieur des œuvres majeures vous seront présentées. On va pas trop parler, on va vous faire la visite. Alors le bilan sur la visite, le 18e siècle, on vous avoue que c'est pas trop notre truc du point de vue peinture et du point de vue architecture. Autant dire que le palais a quand même de la gueule, même si c'est du baroque, un petit peu barbapapa, c'est vrai, de grandes salles, du beau mobilier de l'époque. Et puis on a un petit coup de cœur pour la pinacothèque tout en haut, assez sombre mais avec beaucoup de tableaux. Vous y trouverez certainement votre bonheur. Et d'en haut, belle vue sur Venise, et puis petite cerise sur le gâteau, vous avez un bureau d'apothicaire magnifique tout en bois. Donc voilà un petit peu pour les bons plans. On a vu aussi, un canaletto, il est plutôt pas mal. Bon, pour le reste, si vous avez votre passe, il faudra venir visiter. Si vous l'avez pas, je pense que c'est une visite dont vous pouvez vous passer. Un bon restaurant à Venise. Alors la chose est vraiment pas facile. On vient de voir là dans un restaurant des mecs faire des pâtes avec des plats tout préparés. Très franchement, de vrais restos vénitiens, je ne sais pas s'il y en existe. Même dans le guide au routard, les adresses sont difficiles. C'est surtout beaucoup pour les touristes. Cuisine italienne cuisinée par les Chinois. Enfin bon bref, pas évident. Ufficine San Barnaba, c'est ça? Ok. Avec Massimo qui vous accueillera comme ça, toujours le sourire. Et puis la pasta que Nadia a mangée, apparemment c'est quoi? C'est de l'encre de sèche. Et puis le vin, on a mangé pourquoi? Moins de 15 € chacun, c'est bien. Une adresse pour une conseil spécial Club des Baroudeurs. Merci Massimo. Ok, grazie. Bon, si on avait un petit pinard à vous conseiller, un verre, faut quand même pas non plus se pochetronner. Ripasso, on vient de le goûter, il est de Vérone, 2015, très franchement,
Goûtez-le et vous nous en direz des nouvelles. Allez, l'officina, c'est ce qu'on peut dire, c'est vraiment tout petit, hein. Il y a 3 tables, les toilettes sont quasiment plus grandes que la salle. Bon, sachez qu'on est dans la Caia Lunga, à 2 pas quand on sort de l'officina, à 2 pas de Santa Barnaba, une des places. Santa Margherita, où on a essayé de trouver de quoi manger, et juste derrière. On n'a rien trouvé, on a trouvé ici, bonne petite adresse, très franchement, il n'y a pas grand monde, petite carte, et ça c'est bon signe. Ouais, on pouvait pas ne pas finir cette journée par une gelata. Nous sommes à Grom, on est à 2 pas de l'endroit où on vient de manger, sur la place Santa Barnaba. Stracciatella pour moi, coco pour madame. 6 € les deux. À votre. Allez, on change d'univers. L'art moderne et oriental. Au Ca Pesaro, qui est un des beaux palais vénitiens. C'est compris dans votre Museum Pass, donc c'est gratuit. Coup de fil, il n'y a pas grand monde en plus. Et on change complètement d'univers. Après, musée Correr, le palais des Doges. Là, on est dans l'art moderne. Hein. Et pour Nadia et pour moi, un peu d'art oriental. Donc ça devait être une belle visite. Un bon moment. 14h41. Il n'y a personne. Let's go! On aime bien le quartier de la Pointue, du Dorsoudo. Pas mal de boutiques et de galeries d'art. On est autour du Guggenheim, forcément, ça parle. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a peu de touristes, notamment le matin. Et c'est un peu moins les boutiques Made in China qu'on peut retrouver à Saint-Marc. Donc pourquoi pas. Que le Guggenheim ouvre ses portes à 10h, un café, et la Gazette, évidemment, la Juve vient de perdre. En 1949, grâce à la galeriste américaine Peggy Guggenheim, l'art moderne trouve un écrin fabuleux à Venise. En lui léguant sa collection La Riche Héritière, offre à sa ville d'adoption un nouveau joyau, le musée Guggenheim. Un
l'intérieur, vous découvrirez l'une des plus belles collections d'art privé du monde, de Picasso à Mondrian, en passant par Pollock ou Magritte. Vous retrouverez des œuvres majeures comme La toilette de la mariée de Max Ernst ou, ça c'est pour Nadia, hein, L'Empire des Lumières de Magritte. Santa Maria della Salute, cette basilique, l'essence même du baroque, est posée tel un phare rayonnant à l'entrée du Grand Canal. Imaginez plutôt cet ouvrage pharaonique a nécessité 1 million de pilotis en dessous pour stabiliser le monument. Sachez pour la petite histoire et l'anecdote qu'elle a été construite en 1630 à l'époque de la Grande Peste pour conjurer le sort. Pensez à l'intérieur de la basilique, presque en face de l'entrée, à jeter un œil au-dessus de l'autel. Une œuvre majeure du Titien y est présentée. La descente du Saint-Esprit, 1555. Chaque campo a son style. On aime bien le campo Santa Margherita, où nous sommes, pour venir y manger un petit bout le soir. C'est un véritable petit village à lui tout seul, le matin notamment, on y est passé ce matin. Marchand de poissons, petit marché, etc. Une immense place avec pas mal de restos. On va essayer de dégoter une bonne adresse pour manger. Bon, on a fini par le trouver, notre petit restaurant. À quoi? À 20 mètres ou 30 mètres de chez Massimo, où nous avons mangé hier. Al Profeta, une super petite pizzeria. Alors là, on est dans le typique. Il y a au moins, je ne sais pas sur leur carte, il y a au moins 40 pizzas. C'est du bon, c'est du frais, c'est du pas cher, 8-9 € la pizza. C'est super bon, c'est l'adresse qu'on vous conseille. Toujours sur le Dorso Duro. On est toujours dans le même quartier. Et voilà, on a trouvé Al Profeta.